messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir dans le cadre de cette journée de réflexion comme conseiller au sein du DICAF et comme Jonas Platcher l'a dit tout à l'heure, ça fait maintenant depuis 2011 que j'accompagne certains ministères, dont le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, dans toute une série de projets en lien avec la communication institutionnelle, la relation avec les médias. Dans le cadre de cette activité, nous avons notamment conduit et participé à un séminaire avec la HAECA au mois d'août l'année passée. Nous avons traité de la déontologie journalistique, du rôle aussi de la HAECA, et je vais reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été présentés à ce séminaire du mois d'août l'année passée pour illustrer un peu cette pratique du traitement de l'information tant par les services publics, par l'administration, par les forces de sécurité que par les médias dans le cadre d'actes terroristes. Je vais donc aborder ces deux volets avec tout d'abord une première définition, qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'est le terrorisme, quels sont les objectifs aussi des terroristes. Et je crois que c'est un élément important. On verra à travers ces définitions qu'on retrouve des éléments très importants. Comment les services publics doivent communiquer dans ce genre de situation, quel est le rôle des médias, en revenant aux textes fondamentaux, des textes que vous connaissez très certainement, puisqu'on parle des droits et devoirs des journalistes, que ce soit en Europe, en Suisse ou dans tous les pays du monde, ces chartes existent et je dirais les droits et les devoirs sont assez similaires. Puis après, je traiterai trois exemples qui illustrent cette problématique et surtout la manière de traiter, pour terminer par deux conclusions. Tout d'abord, si on en revient à la définition de base de ce qu'est le terrorisme, c'est bien entendu l'emploi de la terreur, en principe à des fins politiques. Le propre du terroriste, c'est d'utiliser cette terreur et cette violence pour imposer ses idées. Et si on reprend la définition du dictionnaire Larousse, on voit qu'on parle clairement d'une situation où l'objectif c'est de créer un climat d'insécurité. Et les médias sont souvent instrumentalisés par les terroristes pour faire passer leurs idées. Volontairement ou involontairement, les médias vont reprendre un certain nombre d'éléments. Et donc c'est important que vous, journalistes, soyez conscients aussi de cet état de fait, puisque la plupart du temps, les terroristes ne disposent pas de moyens pour communiquer auprès de la population, pour faire passer leur message. Ce n'est pas eux qui vont utiliser des campagnes de marketing ou des campagnes de communication qu'ils vont financer, mais ils vont par contre instrumentaliser les médias pour faire passer leur message. Et ça, c'est un des éléments de base, et c'est souvent le seul moyen que les terroristes ont pour faire passer leurs idées, leurs messages, à travers des actes extrêmement violents, mais surtout en utilisant les médias. Depuis maintenant 2011, j'ai rencontré beaucoup de responsables de la communication dans les différents ministères tunisiens, et puis j'aimerais juste vous montrer un tout petit peu quels sont les éléments que je leur donne, ce que j'essaie aussi d'expliquer de manière plus large à toutes les administrations publiques, dans toutes les conférences que je donne, sur quelle est la manière de communiquer d'une administration publique, comment les forces de sécurité doivent communiquer. Puis après, on abordera le deuxième volet sur le rôle des médias. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Tunisie n'échappe pas à cette nouvelle orientation des services publics vers une orientation plus client, cette nécessité d'avoir aussi une plus grande transparence, non pas pour se justifier, mais pour expliquer, pour informer. Et c'est une nécessité de l'administration. Et la documentation qui vous est fournie aujourd'hui par le DICAF fait référence à toutes ces bases législatives et réglementaires qui existent aujourd'hui en Tunisie et qui régissent la communication, avec aussi des lois qui instaurent ce principe de transparence. Il y a aussi la nécessité, et ça je le constate très régulièrement de la part des forces de sécurité, de montrer ce qu'elles font. Donc il y a aussi une volonté de présenter à la population les activités qui sont effectuées par les forces de sécurité. Et puis bien entendu que la médiatisation que vous connaissez aujourd'hui en Tunisie, mais que tous les pays européens connaissent depuis longtemps, a aussi un impact sur la manière de communiquer des administrations publiques. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas un événement qui se passe en Tunisie qui touche
un ministère sans que les journalistes veuillent couvrir cet événement-là. Donc c'est tout à fait normal. Là, vous avez une définition très globale de ce que c'est que la communication publique. La communication publique, c'est l'ensemble des activités mises en place par les institutions, par les organisations publiques, par les ministères, qui visent à transmettre et échanger des informations. Tout ça dans le but, bien entendu, de présenter, d'expliquer les décisions et les actions publiques. Et puis, l'objectif, c'est aussi d'en promouvoir à quelque part la légitimité et de défendre un certain nombre de valeurs qui sont le fondement même d'une institution publique. Il y a bien entendu un certain nombre de bases légales. La documentation présentée aujourd'hui le rappelle, elle est extrêmement importante. On parle beaucoup de liberté des médias. C'est la base même de toute démocratie. Mais c'est aussi le droit du citoyen à un procès équitable. Donc c'est le fait de ne pas être jugé sur la place publique avant la tenue du procès. Puis après, il y a un certain nombre de règles et de contraintes qui existent. Là, on se base bien entendu sur ce qui existe en Suisse, mais vous le constaterez que ces différentes bases légales sont à peu près les mêmes en Tunisie et dans la majorité des pays. De plus en plus souvent maintenant, on met en place des lois sur l'information. Et c'est le cas en Tunisie, avec l'élément clé d'une loi sur l'information, c'est le droit à l'information qui est en main du citoyen. Donc ça veut dire que le citoyen, mais le journaliste aussi, peut se prévaloir de ce droit à l'information pour exiger de l'institution qu'elle fournisse des réponses à certaines questions. Après, il y a des quotas, il y a des règles qui sont fixées dans ces différentes lois pour éviter aussi que, en faisant un certain nombre de demandes, on bloque tout simplement le fonctionnement de l'administration parce que certaines demandes nécessiteraient des jours et des jours de travail pour fournir une réponse, par exemple en matière de statistiques. Donc là aussi, il y a un certain nombre de quotas, en tout cas, c'est dans nos pays. Et puis l'objectif de ce droit à l'information, c'est de garantir cette transparence des activités des autorités, tout ça pour favoriser, bien entendu, cette libre formation de l'opinion publique. Et ça sont des éléments qui sont extrêmement importants. Pour moi, il y a 4 grands principes qui doivent être les piliers de toute communication des administrations publiques. La transparence, la crédibilité, l'objectivité et la régularité. Et ces 4 valeurs sont essentielles dans une communication publique qui se veut transparente, qui se veut ouverte. Voilà un peu brièvement résumé ce que j'essaye d'enseigner aux administrations publiques et donc au ministère sur la manière de communiquer. Maintenant, si on passe de l'autre côté, quel est le rôle des médias? Le rôle des médias, il est bien entendu d'abord un rôle d'information. Informer le public d'une manière très très large et très globale, pas uniquement sur les décisions qui seraient prises par l'administration publique, on est bien d'accord. Donc il y a d'abord ce rôle d'information qui est essentiel. Puis après, il y a aussi un rôle d'analyse. Si on prend toujours l'angle de la thématique de ce jour, le terrorisme, c'est d'analyser le phénomène, d'essayer de le comprendre, d'essayer de l'expliquer. Et puis, au final, de permettre au public de permettre cette libre opinion du public. Et ce sont des éléments qui sont essentiels. Mais, on peut aussi se poser la question, est-ce que le rôle des médias n'est pas aussi de rassurer la population? Est-ce que le rôle des médias, dans certaines situations, n'amènerait pas à créer un sentiment d'insécurité auprès de la population? Et notamment, la surmédiatisation face à certains événements ne va-t-elle pas générer ce sentiment d'insécurité? Pour l'instant, je laisse ces questions ouvertes. On va y revenir dans le cadre de l'exposé. Ce qui change la donne aujourd'hui, et en tout cas on le voit dans les pays européens, c'est en train d'arriver aussi dans vos pays, en particulier en Tunisie, c'est l'immédiateté de l'information. Et là, on a un gros problème. C'est que le déroulement temporel, l'agenda du temps des médias n'est pas le même que l'agenda du temps des enquêtes judiciaires. Et c'est une grosse difficulté. À part dans les bonnes séries télévisées, on n'arrive pas à avoir la commission d'une infraction, l'interpellation de l'auteur, le jugement et la condamnation en 45 minutes. Et avec cette immédiateté de l'information aujourd'hui, avant même pratiquement que l'événement se soit déroulé, il faut déjà en donner l'explication, les causes et trouver les auteurs. Et c'est une des difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui,
avec notamment tous les médias en ligne. Et là, vous avez par exemple une page publicitaire d'un média en ligne extrêmement virulent en Suisse, qui diffuse une édition papier, mais qui diffuse surtout de l'information en ligne, où ils expliquent comment eux traitent un événement. Il s'agit par exemple d'un grand carambolage que j'ai géré l'année passée, donc un accident impliquant une septantaine de véhicules sur une autoroute avec des blessés. Et on voit que l'événement se passe à 14h11 et les premières images du carambolage qui sont diffusées par les médias, c'est quelques minutes après l'événement. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. C'est que ces médias demandent aux citoyens de leur fournir des images. Et le développement de la technologie aujourd'hui, les smartphones, permet ce genre de choses. C'est-à-dire que les citoyens vont prendre des images de l'événement et les envoyer tout de suite aux médias. Ce qu'on constate même chez nous, c'est que souvent, le citoyen va d'abord envoyer des images aux médias avant même d'appeler les secours. Et donc, ces images sont mises en ligne sans forcément un contrôle derrière par les médias, pratiquement en temps réel. Et puis après, il y a tout le développement des breaking news, les premiers articles qui sont rédigés, et puis les articles après qui seront complétés et alimentés en temps réel. Donc le fait que la technologie permette aujourd'hui à n'importe quel citoyen de fournir des images directement au public a complètement changé la donne, et on est dans cette immédiateté de l'information. Et ce sont des choses, si ce n'est pas encore forcément formalisé en Tunisie, mais ce sont des choses qui existent. Et je sais par exemple que régulièrement vous, médias, allez chercher des images sur les sites et les pages Facebook que les gens ont et mettent en ligne. Donc les gens ne vont pas forcément vous envoyer des images à vous, mais ils vont les mettre sur un site public où vous allez pouvoir les récupérer et les diffuser. La grande différence, c'est qu'avant, vous aviez un photographe professionnel qui allait sur le lieu d'un événement, qui faisait des images, qui choisissait les images qu'il allait publier, qui les envoyait à son agence, qui elle, après, les envoyait aux médias. Donc il y avait toute une série de filtres avant la publication des images. Aujourd'hui, il n'y a plus ces filtres, puisque c'est le citoyen qui fournit une image qui est publiée directement par les médias. Il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, il y a un certain nombre de médias qui payent les images fournies par les citoyens, notamment lorsque les images sont publiées dans les éditions papier. Pas pour le net, mais quand les images sont diffusées sur les éditions papier, il y a une rémunération pour le citoyen. Si on en revient maintenant assez rapidement aux droits et devoirs des journalistes, il y a un certain nombre de chartes qui existent. À la base, c'est la charte de Munich, la déclaration des devoirs et des droits des journalistes, avec 10 devoirs, 5 droits. On sait qu'on a aussi un certain nombre d'éléments qui sont repris dans tous les pays d'Europe, et notamment, si on prend les droits et devoirs des journalistes en Suisse, on voit que ce qui prime, c'est la responsabilité des journalistes envers le public par rapport à cette responsabilité vis-à-vis des services publics ou de son employeur. Donc il y a clairement une prédominance de la responsabilité du journaliste vis-à-vis du public, donc l'information prime. Puis après, dans ces droits et devoirs, vous avez notamment le fait de défendre la liberté d'information, de ne pas publier des informations, des documents, des images ou du son dont l'origine n'est pas connue. Alors de nouveau, quand c'est fourni par un citoyen, est-ce qu'on peut considérer que l'origine est connue ou pas? Mais ce sont tous des éléments qui sont importants. Je ne vais pas aller dans tous les détails de ces droits et devoirs. Ce qui est aussi important, c'est notamment le fait que les journalistes ont droit à avoir accès à l'information, et aussi le droit à la confidentialité des sources. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants, qui permettent aux journalistes de faire leur travail en toute indépendance, sans pour autant sortir du contexte légal. Et ça, c'est des éléments qui sont importants, qui doivent vous permettre de faire votre travail. Si on reprend un certain nombre d'éléments dans ces droits et devoirs, il y a notamment, toujours en lien avec la thématique du terrorisme, c'est le respect de la dignité humaine, qui fait partie de ces devoirs du journaliste, et le respect devant la souffrance des victimes et les sentiments de leurs proches. Donc là aussi, en regard de ça, le journaliste doit se poser un certain nombre de questions. Est-ce que ce que je publie va dans ce sens-là, du respect de la dignité humaine, le respect de la souffrance des victimes et de leurs proches? Puis après, vous avez un certain nombre d'instances qui existent, le Conseil suisse de la presse, qui est l'équivalent de la HEICA, où là, on voit aussi que ces instances sont là pour régler tous les problèmes de l'éthique professionnelle des journalistes. Puis, vous avez le même genre d'instance en Belgique, au Luxembourg,
en France aussi avec la charte d'éthique professionnelle des journalistes. En Tunisie, il y a maintenant le HAECA qui est responsable de la régulation du secteur audiovisuel en Tunisie. C'est une instance qui joue aussi ce rôle d'enregistrement de plainte. Quelques exemples qui peuvent illustrer cette interaction et ces difficultés dans la gestion d'un événement entre forces de sécurité et médias. Je vous donne un exemple qui date de l'année passée qu'on a traité dans mon pays, où il s'agissait en fait d'un drame conjugal de deux époux qui vivaient séparés, qui avaient un bébé de quelques mois, et puis dans le cadre d'une dispute, le père est parti avec le bébé qu'il a séquestré dans son appartement et qu'il menaçait de tuer. Ce genre de situation, bien entendu, que les forces de sécurité vont mettre en place un gros dispositif autour du domicile. Là, vous avez, toutes ces images sont des images qui ont été publiées dans les médias. Vous avez ici le domicile avec la mise en œuvre des négociateurs qui vont essayer de raisonner le père pour qu'il se rende aux forces de sécurité et puis qu'il remette surtout le bébé en vie. Il s'est trouvé que pendant toute cette phase de négociation qui peut durer plusieurs heures, les médias sont présents, les citoyens sont présents, font des images et les transmettent aux médias. Et donc, dans les médias en ligne, en temps réel, vous aviez une démonstration et une illustration de tout le dispositif sécuritaire qui était mis en place, avec les forces de sécurité, la localisation exacte de l'endroit, ainsi que la présence des tireurs d'élite qui se trouvaient sur des appartements voisins pour observer les négociateurs qui arrivent sur les lieux. Toutes ces images ont été prises soit par les journalistes, soit par les citoyens et mises en ligne. Il se trouve que pendant la négociation qui durait des heures, le preneur d'otages, le père, a eu des contacts téléphoniques avec des amis qui lui ont expliqué ce qui était mis en place par les forces de sécurité. Donc lui était parfaitement au courant du dispositif du fait de la présence notamment de tireurs d'élite qui étaient sur les toits voisins. Donc on voit que les forces de sécurité qui doivent gérer une situation délicate sont empêchées de le faire, respectivement l'agresseur peut avoir lui des informations à travers les médias en temps réel sur le dispositif qui est mis en place. Et ce sont des situations que les Français ont vécues dans certaines prises d'otages notamment, où on voit que souvent le fait de diffuser des informations peut empêcher la police de faire son travail, respectivement permettre à l'agresseur d'arriver à ses fins. Il se trouve que malheureusement dans cette affaire-là, à un moment donné on s'est rendu compte qu'il allait passer à l'acte, on est intervenu en force et le père a malheureusement poignardé son fils qui est mort. Donc ça c'est un exemple. Un autre exemple qui illustre une approche un peu différente, vous vous souvenez certainement de cet acte terroriste à Bombay en 2008, où il y a eu une dizaine d'attaques simultanées à Bombay au mois de novembre 2008 qui ont fait plus de 170 blessés, tués et plus de 300 blessés. Donc là, en fait, on est sur une véritable organisation d'actes terroristes avec des images comme celle-là qui ont été diffusées par les médias, qui ont été diffusées aussi par les autorités publiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'immédiatement, le lendemain de l'événement, les questions se posaient sur qui a mené cet acte-là. Il y a eu une revendication des Moudjahidines du Décan, qui était un organisme complètement inconnu de tout le monde. Et puis, dès le départ, certains médias ont attribué ces attentats au groupe Lashkar-e-Toiba, groupe islamiste basé au Pakistan. Juste, pas juste. Est-ce qu'il faut tout de suite essayer de trouver qui est à la base de ce genre d'attentat? Et en fait, on se rend compte que les médias avaient parfaitement raison dans ce cadre-là, puisque à peine un mois plus tard, l'enquête a permis d'établir qu'on avait effectivement affaire à ce genre de groupuscule. Donc là aussi, en l'occurrence, c'est un cas où l'information a été traitée tout à fait correctement, mais la question se pose si on doit aller jusque-là. Si je viens maintenant à un exemple que vous connaissez bien, qui a passablement défrayé la chronique en Tunisie et qui a passablement choqué aussi les gens, c'est les événements de Jambi en mai 2013. Je vous remonte juste la vidéo.
مشاهدينا إلى أن الصور التي سنبثها إلى حضراتكم تدخلها مشاهد مؤثرة جدا، لذا ننصح الأطفال بعدم متابعتها. وقد استشهد 8 جنود وأصيب 3 آخرون بجروح ليس. Vous vous souvenez que ces images ont été diffusées en boucle sur l'ensemble des médias où l'ensemble des images prises ont été présentées dans tous les médias assez rapidement, d'abord sur la chaîne nationale, puis après sur l'ensemble des autres médias. On voit clairement ce qui se passe, on voit les victimes, où on peut identifier les victimes, on a même des fois des gros plans sur les soldats qui sont décédés, les soldats qui ont été grièvement blessés. Et ça a été repris très très largement par l'ensemble des médias, assez rapidement, hein, puisque je crois que les premières diffusions ont été faites à 18 h le jour de l'événement. Traité par l'ensemble des médias, médias en ligne, radio, télévision, presse écrite. Ce qui est intéressant, on en a parlé justement dans ce séminaire avec la Haïka, c'est que la Haïka s'est saisie de cette problématique très rapidement et ils ont émis un avertissement. Car pour la Haïka, clairement ces images portaient atteinte à la dignité humaine et pour eux il était inadmissible qu'un média public diffuse ces images en boucle, choquantes et qui peuvent porter atteinte à la morale des troupes et à la morale de tous les Tunisiens. Pour moi il y a encore un autre problème, c'est dites-vous bien que quand ces images sont diffusées à la télévision, les familles, l'épouse du soldat décédé, les proches des victimes ne sont pas encore au courant. Ils sont au courant qu'ils ont un proche, un ami, un époux qui est engagé dans des opérations militaires, mais ils vont apprendre le décès de leurs proches par la télévision en temps réel. Et ça, pour moi, c'est clairement problématique. Lorsqu'on met en place en Europe, quand on va annoncer le décès de quelqu'un, ce sont des policiers qui vont au domicile de la personne, souvent accompagnés encore de psychologues, pour annoncer le décès. Ça se fait les yeux dans les yeux, en contact direct. On va dire aux gens, voilà, il s'est passé quelque chose de grave, votre mari est décédé. Et pas à travers les médias. Et ça, c'est typiquement un problème, c'est que pour moi, clairement, on est dans une situation où on porte atteinte à la sphère des proches et des victimes. Donc c'est un exemple, je sais qu'il a été beaucoup débattu, mais je pense qu'il illustre bien cette problématique. On est clairement dans le traitement d'un acte grave, d'un acte terroriste, et jusqu'où on peut aller diffuser l'information, en dehors du fait que l'AECA a aussi estimé que ça portait atteinte à la dignité humaine et au moral de tous les Tunisiens dans une situation délicate. Il y a eu d'autres éléments qui se sont passés depuis. Permettez-moi maintenant de rapidement conclure, tout d'abord sous l'angle de la protection de la personnalité. C'est clair que les autorités ont une responsabilité dans la protection des personnes, qu'elles soient victimes, témoins ou auteurs présumés impliqués dans une affaire, dans des faits graves. Donc là, normalement, les lois imposent aux autorités de ne pas communiquer les noms et les identités de ces personnes. Mais cette responsabilité, elle est aussi à la charge des médias. Ce n'est pas parce que l'autorité fournit les noms que les médias doivent forcément redonner ces noms, surtout si on est dans une situation où les gens n'ont pas forcément encore été condamnés. Donc cette responsabilité, elle est clairement partagée. Et puis après, ce que j'explique aussi toujours, c'est que vous ne pouvez pas être un personnage public quand tout va bien, et puis mettre en avant votre droit à la protection de votre personnalité quand vous avez un problème. Donc un personnage public sera toujours un personnage public, qu'il soit dans une situation qui lui est favorable ou défavorable. Ma deuxième conclusion par rapport au traitement des actes terroristes, c'est que, comme je vous l'ai expliqué au début, l'objectif des terroristes, c'est de créer un sentiment d'insécurité, c'est de faire peur à la population. Et donc, dans le cadre notamment des menaces d'actes terroristes, quand on parle de menaces ou d'alerte à la bombe, là, nous avons clairement une responsabilité où l'objectif, en tout cas pour les autorités que je représente, c'est de ne pas informer de manière proactive. Quand on parle de menaces, quand il n'y a pas concrètement eu un cas. Et puis, cette responsabilité de diffuser ou non l'information, elle est, pour les médias, en main du rédacteur en chef. C'est lui qui doit décider s'il diffuse ou pas. Ma recommandation, dans le cadre de menaces, et donc il n'y a pas d'acte avéré, c'est de ne pas jouer le jeu des terroristes, et donc de ne pas diffuser l'information, puisqu'il n'y a rien de concret.
Il est évident que lorsqu'on est face à des actes concrets, qu'il y ait des tirs, qu'il y a des blessés, qu'il y ait une explosion, un attentat, on est dans une situation qui est totalement différente, puisque là, les services publics doivent informer de manière transparente, sur la base de tout ce que j'ai expliqué avant, et puis il est évident aussi que les médias vont diffuser cette information, avec quand même aussi cette cautèle. Est-ce que quand je diffuse l'information comme média, est-ce que je rassure, j'alimente le sentiment d'insécurité, j'informe, et ça c'est aussi un rôle que seuls les médias peuvent jouer. C'est une question que vous pouvez vous poser, que vous devez vous poser avant de diffuser. Jusqu'où je vais, en sachant qu'il y a un autre impératif dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est la concurrence entre les médias. Et j'ai encore entendu récemment des rédacteurs en chef en Suisse dire que celui qui n'était pas le premier à diffuser l'information était mort. Donc ça aussi, ça fait malheureusement partie de votre monde aujourd'hui, cette concurrence entre les médias, à toujours vouloir être le premier à diffuser l'information, ce qui souvent empêche les journalistes de faire correctement leur travail, le contrôle la double source, le contrôle des sources, est-ce que oui ou non je diffuse ou pas. Donc voilà un tout petit peu les bases d'une réflexion que j'espère sera intéressante.